Oui, bonjour. Merci aux organisateurs, Joseph, pour cette invitation. Donc, je vais vous présenter quelques études qui ont été faites dans le cadre des centres de dépistage des cancers, qui sont les structures actuellement qui organisent et déploient les dépistages organisés des cancers, en sortant un petit peu des cahiers des charges et de ce qui est prôné pour justement expérimenter d'autres modalités. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut modifier? Parce que on a parlé tout à l'heure un peu de l'état des lieux. L'état des lieux avant le dépistage, c'est ça pour la région Île-de-France, c'est-à-dire des taux de dépistage qui sont franchement pas satisfaisants, puisqu'on plafonne à 50% à peu près, on était à 59% pour l'ensemble de la France avant le lancement des campagnes, et qu'on voit avant les campagnes organisées, finalement, ces taux bougeaient peu, avec des femmes jeunes qui se dépistent plutôt mieux que les femmes plus âgées. Ça, c'est quelque chose qu'on observe de plus en plus. Les femmes, après la ménopause, n'ont plus de suivi gynécologique. Elles n'ont plus de traitement de ménopause, elles voient plus personne et donc elles se dépistent plus. Et donc, en fait, la particularité du dépistage du col organisé par rapport aux autres dépistages, c'est qu'on est là pour rattraper les femmes qui sont pas à jour. Donc, évidemment, quand on envoie des invitations, on a des taux de réponse qui sont pas formidables, mais il faut bien penser qu'on s'adresse aux femmes qui n'ont pas de dépistage et donc qui ne répondent pas. Donc, forcément, on a les plus difficiles. Et on va voir quelques études qui ont permis de montrer, de caractériser quels étaient les obstacles au dépistage. Alors, on sait qu'il y a des obstacles au dépistage du cancer, la peur, la peur du diagnostic, de se dire, ben, finalement, la fatalité, ce qui m'arrive m'arrivera. Et puis, il y a quelques blocages qui sont spécifiques au cancer du col, qui sont le côté asymptomatique, le côté mal connu. Et puis, il y a quand même des critères liés aux modalités de dépistage, c'est-à-dire au côté très intrusif du frottis, que ce soit pour un frottis pour cytologie ou pour HPV, la difficulté de plus en plus grande d'avoir accès à un gynécologue ou à un professionnel de santé, même si un certain nombre de sages-femmes ont pris le relais, bah, les sages-femmes libérales, on commence à être confrontées au même problème que les gynécos de ville, c'est-à-dire qu'elles saturent. Et puis, des médecins généralistes avec des nouveaux arrivants qui finalement n'ont pas très envie de s'impliquer en gynécologie, notamment à cause de tous les problèmes de violence gynécologique et de crainte d'éventuellement de recours des patientes. Donc, d'où l'idée d'aller vers des autoprélèvements avec, dans la stratégie décennale, comme ça a été dit par le ministre ce matin, une optique qui est de simplifier l'action de dépistage, c'est-à-dire d'ouvrir au maximum toutes les modalités de dépistage. Et puis, l'HAS, qui, dans sa recommandation qui a été reprise par l'INCa l'année dernière, de recommandations sur comment est-ce qu'on peut mettre l'autoprélèvement vaginal dans la stratégie de dépistage. Pour l'instant, dans ce cahier des charges, il y a deux préconisations. Un, que les centres de dépistage envoient avec la relance, c'est-à-dire on prend les femmes qui ne sont pas à jour, on leur envoie un courrier pour leur proposer d'être dépistées. Et si elles ne répondent pas, on envoie un deuxième courrier à 9-12 mois, et là, on mettrait un autoprélèvement dans ce courrier pour qu'elles le réalisent elles-mêmes à domicile. Avec une autre petite option qui est de permettre aux professionnels de santé, quand ils voient une patiente qui ne veut pas, qui ne peut pas avoir d'examen gynécologique, de lui proposer un autoprélèvement qui serait envoyé par le centre de dépistage. Alors, sur la performance, tout ça, je ne vais pas revenir, ça a été évoqué tout à l'heure, mais ce qu'on voit, c'est que quand on compare l'autoprélèvement vaginal au prélèvement cervical réalisé par un praticien, finalement, on fait à peu près aussi bien en termes de sensibilité, c'est un petit peu moins spécifique. Ça a été dit ce matin, mais je le redis, surtout, il faut faire de la PCR et pas d'amplification de signal, parce que ça, on a une beaucoup moins bonne sensibilité. Et si on prend une conclusion, le kit, finalement, ça importe peu. Il faut que ce soit un kit qui soit utilisable par la patiente. Voilà, il y a des kits qui sont différents, plus ou moins pratiques, mais il faut que ça soit accepté par la patiente, il faut que ça soit de la PCR, il faut que ça soit peu coûteux et plutôt en milieu sec, parce qu'il n'y a pas de différence entre milieu sec et milieu liquide. Et puis, c'est beaucoup plus facile d'envoyer par courrier des milieux secs que des milieux liquides, parce que ça rentre pas dans les boîtes aux lettres standard. Il y a des choses, il faut y penser. Quelques études qui ont été faites par des centres de dépistage. Là, c'est le centre Val-de-Loire, qui avait justement essayé de voir comment on pouvait comparer les envois d'autoprélèvement par rapport à des courriers simples. Il y a eu toute une série d'études qui s'appellent les études Apache. La première étude, la page 2, comparait l'envoi du kit à domicile par rapport à l'envoi d'une lettre qui proposait un frottis. On s'adresse toujours à des patientes qui ne sont pas à jour depuis plus de 3 ans, puisqu'on les invite, et qui n'ont pas répondu au premier courrier. Donc, c'est des patientes a priori réticentes. Et que voit-on? Eh ben, on voit que le taux de réponse finalement avec le kit, il est 2 fois supérieur au taux d'aller voir un professionnel de santé. Et ce qui est intéressant, c'est quand on s'intéresse aux femmes qui ont répondu au kit d'autoprélèvement qui est envoyé à domicile, il y en a un tiers qui ne l'ont pas fait, mais qui sont servi de ce prétexte pour aller voir un professionnel de santé et qu'on fait un frottis classique. Et ça, dans toutes les études, on a la même chose. On a ce tiers de femmes
qui est motivée par l'autoprélèvement, mais qui finalement va faire un test classique. Pourquoi? La première raison, c'est qu'elle pense ne pas bien faire et qu'elle préfère que ça soit fait par quelqu'un, ou alors elle comprend pas bien comment on fait. Et puis, donc, mais c'est surtout la crainte de ne pas bien faire. C'est quelque chose qui revient à chaque fois dans les études qualitatives. L'étude à page 3 comparait toujours l'envoi d'un kit à domicile avec la proposition d'aller chercher le kit d'autoprélèvement chez le professionnel de santé. Ça répond à la question de madame qui est partie, qui est, est-ce qu'il faut diffuser les autoprélèvements en tous les sens? Eh ben, attention, c'est pas si évident que ça. Parce que quand on compare ces études, ben, on voit de la même chose. Entre l'envoi du kit à domicile ou aller chercher vers un professionnel de santé, eh ben, on a un taux qui passe du simple au doublé. L'étude à page 4 compare, alors, à d'autres modalités. On envoie un kit à domicile. On envoie un kit à domicile et s'il n'est pas fait, on relance par un SMS. On envoie une lettre classique. Si la personne n'a pas été voir un préleveur, on envoie un SMS. Et l'autre, on dématérialise tout. On envoie directement l'invitation par SMS et on relance par SMS. Et on voit que les taux de réponse, toujours chez des femmes qui sont réticentes au dépistage, le mieux, c'est l'envoi du kit à domicile avec rappel par SMS. Et très nettement, parce qu'on a quand même un tiers des femmes qui vont faire ce prélèvement. Alors, un autre axe de recherche, c'est une étude qui est en cours, c'est l'incitation financière. C'est-à-dire mettre un enjeu financier dans la réalisation, la participation au dépistage. Il y a des études qui sont dont les résultats sont en train de sortir sur le suivi de grossesse chez les femmes tabagiques, dont les résultats vont sortir et qui sont vraiment intéressants en France. Et là, il y a une étude qui s'appelle l'étude Résiste, qui est testée sur, des femmes pas à jour, des femmes qui n'auraient pas répondu à l'appel et qui habitent dans des quartiers défavorisés. Donc, on a là aussi des populations les plus difficiles d'accès. C'est essayé en Alsace, dans les Bouches-du-Rhône, et puis à Martinique et Réunion, parce qu'on a vu tout à l'heure que ce sont les populations où on a des taux de prévalence qui sont quasiment le triple. Donc, le schéma de l'étude Résiste, c'est on invite, la femme ne répond pas, on envoie une lettre qui explique l'étude et on lui propose de participer. Si elle accepte, elle est randomisée en 4 bras. On envoie un test d'autoprélèvement à domicile, elle le fait. On envoie un test à domicile avec un bon d'achat de 20 € et elle le fait. On lui propose d'aller chercher le test chez son professionnel de santé et elle le rapporte. Non, on lui envoie le kit à domicile et elle va le remettre à un professionnel de santé. Et le dernier bras, c'est quand elle remet au professionnel de santé, elle a un bon d'achat de 4 €. Il y a 20 000 femmes prévues. Les dernières inclusions, normalement, en ce moment, c'est cette semaine, ils atteignent pratiquement les 20 000. Donc, l'étude va être développée et on va voir, notamment en termes d'adhésion au schéma et aussi au terme de suivi. Parce que ça, c'est l'autre problème. Donc ça, on aura les résultats, je pense, d'ici la fin de l'année. L'autre sujet, je ne vais pas revenir sur la sensibilité et spécificité des tests urinaires, parce qu'on en a parlé, c'est un petit peu moins sensible, c'est à peu près aussi spécifique, mais surtout, c'est la modalité d'accès, parce que là, on enlève complètement le côté examen intravaginal pour passer un test urinaire pur. Et donc, il y a eu des études qui ont été menées surtout en Pays de Loire, en Maine-et-Loire, depuis très longtemps. Ils ont fait toute une série d'études qui s'appellent les CAPU. L'étude CAPU 1, si vous voulez, on envoyait un kit d'autoprélèvement urinaire. Donc, c'est sur les premières urines du matin, dans un petit tube, et on envoie un petit tube par la poste. Donc là, il s'adressait aux femmes de 45-65 ans, pas à jour depuis plus de 3 ans, 14 génotypes, un taux de participation, donc chez des femmes réfractaires qui était à 13,7%. En gros, les courriers, c'est autour de 10%, on sait. Donc un taux un petit peu mieux, un taux de prévalence qui correspondait au taux attendu dans la population et un taux de dépistage en termes de signes 2 et 3 qui étaient normaux. Voilà. Donc, une réponse moyenne. Même taux éthique CAPU 3, là, on étend le nombre de femmes, on baisse l'âge inférieur et on s'intéresse aux femmes pas à jour depuis plus de 7 ans. C'est-à-dire celles qui veulent vraiment pas d'examen gynécologique. 19 phénotypes, un taux de réponse à 18%, ce qui est bon, un taux de participation de 15%, parce qu'il y a un certain nombre de femmes qui ont répondu qui en fait n'étaient pas éligibles à l'étude, donc ont été sorties, les femmes hystérectomisées, qui avaient déjà eu des antécédents, etc. Ce qu'on a vu, c'est que le taux de participation était très fluctuant en fonction de l'âge. Et c'était significatif, c'est-à-dire que c'est encore les femmes les plus jeunes qui participent. Parce qu'on passe à un taux qui était un peu plus de 17% chez les plus jeunes à 13,5% chez les plus jeunes. Un taux de prévalence HPV de près de 10%. Un peu logique, on augmente puisqu'on s'intéresse à des femmes plus jeunes. Un taux de frottis, ça c'est intéressant, c'est le taux de frottis derrière. Et finalement, quand le test urinaire est positif, on a un taux de frottis qui est à plus de 90%. Et dans les études qu'on avait vues avant, c'est pareil, on avait le taux de frottis réalisé qui était à plus de 90%. Donc, peu de perdu de vue. Donc ça, c'est intéressant. Un contrôle d'amplification, parce qu'on peut demander si les conditions sont bonnes ou pas. Finalement, un taux d'amplification négatif de moins de 1%. Donc, c'est bon. Alors, on ne sait pas si c'est les urines du matin ou pas.
Hein, peuvent avoir uriné quand elles le veulent, ça on peut pas contrôler. Mais en tout cas, un taux de contrôle qui était bon. Et ce qui est intéressant pour répondre aussi à la question, c'est un échec total de la mise en place par les médecins généralistes et surtout par les infirmières libérales. Parce que dans l'étude, il était proposé aussi aux infirmières libérales de distribuer des autoprélèvements urinaires et aux médecins, échec total, participation quasi nulle. Pourtant, elles avaient l'air motivées avant le début de l'étude, mais derrière. Et donc, il y a un autre essai qui va être refait parce qu'il a été mal fait, il est obligé d'être refait pour une étude randomisée sur 15 000 femmes de 30 à 65 ans, donc la classe d'âge du test HPV, qui va étudier de façon randomisée une relance par lettre, un test d'autoprélèvement urinaire et un test d'autoprélèvement vaginal en milieu sec, avec en plus une étude qualitative par des psychologues. Donc, si en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'autoprélèvement, ça marche. Ça double, en tout cas, chez ces femmes réfractaires aux examens gynécologiques, ça permet d'augmenter la population. Les femmes éloignées du soin, dans des études, notamment, il y a un joli article qui a été fait qualitatif d'interrogatoire, enfin, avec des interrogatoires participatifs à la Réunion, que les femmes éloignées du soin acceptent l'autoprélèvement. Alors, elles répondent moins bien que la population générale à l'autoprélèvement, c'est sûr, mais elles répondent quand même, en tout cas bien mieux qu'avec des courriers. Il faut utiliser des kits simples et attention aux outils de communication. On a vu qu'il y a une étude qui n'a pas du tout marché parce que l'étude, la plaquette qui était avec l'autoprélèvement était beaucoup trop compliquée. Et finalement, c'est peut-être ça qui explique aussi qu'il y a un tiers des femmes qui vont finalement faire un frottis parce qu'elles ont besoin d'un professionnel de santé. On risque vraiment ces perdus de vue et notamment là, attention à la distribution dans tous les sens des autoprélèvements parce que ça, on sait que si c'est pas dans des filières classiques, on va avoir des perdus de vue. Il y a une étude qui a été faite avec Médecins du Monde sur des populations très précaires et on est à 90% de perdus de vue. Il faut médicaliser le parcours. Ça, c'est évident. C'est-à-dire que c'est des femmes qui ne sont pas médicalisées, mais il faut médicaliser le parcours pour faire du suivi et entrer. Et on est assez inquiet au niveau du CRCDC sur la volonté hégémonique en ce moment de la CNAM de reprendre tout ça et de faire disparaître les CRCDC pour remplacer ça par une gestion sur le mode Covid. Et que comme tout est médical, il faut que ça soit bien fait. Et nous, on a une autre alerte qui est en ce moment les laboratoires d'analyse biologique qui sont en train de distribuer certains des autoprélèvements hors tout contexte en utilisant en plus les zones grises de la nomenclature. Et ça, c'est vraiment qu'il faut éviter à tout prix. Je vous remercie.